Bonsoir à tous et bienvenue dans Face à Mars Actu, notre émission en direct et en vidéo sur le site, sur Facebook Live. Toute la soirée, nous posons nos questions et les vôtres à un candidat à la mairie de Marseille. Vous commencez à connaître le principe. Et ce soir, c'est Yvon Berland qui est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à Merci à notre vous. invitation. Alors, vous menez aujourd'hui votre première campagne avec le soutien de La République En Marche. Est-ce qu'elle est conforme à ce que vous en attendiez pour l'instant ? Écoutez, je ne m'attendais à rien, parce que comme c'est la première fois que je fais une campagne électorale, je n'avais pas de point de repère et je ne m'étais pas imaginé grand-chose, donc rien ne me surprend en fait. Voilà, vous ne la trouvez ni trop violente, ni trop, on va dire, loin des programmes, parce que pour l'instant, on est plutôt dans les chicayas. Hein. C'est pas quelque chose qui vous étonne. Vous qui vouliez porter un projet, vous avez insisté là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on ne voit pas émerger de projets, de discussions, projet contre projet. C'est effectivement quelque chose qui semble passer au second plan, ce que je regrette personnellement. Et comment vous allez essayer justement de faire changer ça? C'est vous allez présenter votre programme mercredi. Mercredi. Le but, c'est ça, c'est d'essayer de tourner le débat vers vos propositions. Voilà, on va présenter le programme, on peut imaginer qu'il y aura des réactions et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il y aura un dialogue, des échanges, on est pour, on est contre, comment on fait pour faire ci, comment on fait pour faire ça. Je crois que c'est dans cette stimulation intellectuelle qu'on peut aussi, les uns et les autres, réfléchir même à améliorer nos projets et à conduire quelque chose de plus significatif pour la ville. Alors, je vous propose de rembobiner un peu. On pose la même question à tous les candidats. À quel moment vous vous êtes dit, moi, Yvon Berland, je peux être maire de Marseille, je veux être maire de Marseille? C'est quoi le déclic, finalement? Le déclic, il s'est fait entre le mois d'avril et le 19 juillet, où petit à petit, des personnes, des personnalités m'ont parlé de cette possibilité. J'ai beaucoup réfléchi. Je finissais mon mandat de président d'Aix-Marseille Université. Il n'y avait plus de conflit d'intérêts. Donc petit à petit, cette possibilité a émergé. Et le 19 juillet, effectivement, j'ai déclaré ma candidature. Et après tant d'années d'engagement universitaire, doyen, puis président d'Aix-Marseille 2, puis président de cette université unifiée, vous n'avez pas eu envie de souffler un peu? Vous n'êtes pas dit j'ai donné pour la communauté? J'avais pas envie de souffler. Hein. J'avais pas envie de souffler. Mon entourage avait envie que je souffle, pour tout vous dire. Mon épouse n'était pas tellement favorable. Il a fallu qu'on discute, mais comme toujours, elle m'a laissé aller là où mon envie me portait. Et puis aussi, je dois dire que, en ayant eu cette expérience que vous venez de rappeler, j'ai considéré que je pouvais effectivement amener quelque chose à cette ville. Vous aviez l'impression de ne pas trouver votre compte dans le personnel politique déjà en place, ou déjà en tout cas existant dans l'échiquier? Je trouvais qu'il n'y avait pas d'ambition pour cette ville. Je trouvais qu'on était très marseillais. En ayant dirigé l'université d'Aix-Marseille, j'ai bien vu ce qu'était le monde, j'ai bien vu ce qu'était l'Europe, toutes les possibilités notamment que l'Europe peut nous offrir et de faire sortir un peu cette ville de ses murs. Et ça c'est un élément qui m'a motivé. Et puis l'autre élément, c'est que j'ai bien touché du doigt en tant que médecin également et président d'université, la diversité de cette ville et avec une partie de la ville quand même qui est en grande difficulté. Et du coup, vous mesurez ça, comme vous dites, mais vous ne vous dites pas que finalement, dans le personnel en place, il y a déjà des gens qui en prennent le pouls. Vous vous dites, pourquoi vous devant? C'est ça toujours la question. Parce que je crois sincèrement que je peux mieux faire. Je peux mieux faire. Déjà, je pense que quand j'ai eu des responsabilités, j'ai bien fait. Quand j'ai décidé de fusionner les 3 universités, personne n'y croyait, ni à Marseille, ni au niveau national d'ailleurs, je vous rassure. Et puis, on y est arrivé. C'était encouragé quand même par le gouvernement à l'époque, les rapprochements d'universités. Alors, finalement, j'ai décidé de ce rapprochement et cette fusion avant la loi Pécresse. Si vous vous souvenez, Valérie Pécresse est arrivée juillet 2007. Voilà. Mais c'est avant, puisque dès 2004,
Vous étiez dans cette dynamique. Dans cette dynamique. Ouais. D'accord. Alors, on disait, vous aviez choisi de continuer votre engagement public. On soufflait d'ailleurs que sinon, vous apprêtiez à rentrer dans un incubateur pour prendre la présidence d'un incubateur à CMA-CGM. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vrai ou pas? Est-ce que vous aviez un avenir de ce côté-là? C'était ça l'alternative pour vous? C'était ça comme c'est de notoriété publique, puisque vous savez tout, non, on m'avait proposé de mener l'académie CMA-CGM. Qui va s'installer. Et donc, effectivement, j'avais accepté. Vous aviez accepté. Et vous avez fini par dire non à la famille Saadé, alors? Et j'ai failli... Vous savez, Rodolphe Saadé a été quelqu'un de très attentif. Quand je lui ai dit, voilà, je réfléchis, il a été très, très compréhensif. Il m'a dit un jour, écoutez, Yvon, si vous ne le faites pas un jour, peut-être que vous le regretterez. Donc, faites-le. Et donc, si vous n'êtes pas élu maire de Marseille dans un mois, c'est votre porte de sortie Et si j'étais élu dans un mois? J'imagine que vous n'aurez pas le temps de vous occuper de l'académie de la CMA-CGM en même temps. Voilà. Non, mais puis j'avais plusieurs propositions, mais celle-là m'intéressait parce que c'était aussi continuer à œuvrer pour la formation, pour la recherche, pour le développement. Donc, c'est une proposition qui m'intéressait. Alors, je vais revenir sur ce qu'on disait au début, sur le climat de campagne. Comme quoi, vous voyez, je ne cherchais pas de poste. Non, vous en aviez déjà un, ça que vous voulez me dire. Non, je vais revenir sur le climat de campagne dont on parlait au début. Votre campagne, elle est marquée par un certain nombre de rassemblements, qu'ils émanent de Gilets jaunes, qu'ils émanent de militants de la CGT aussi. Comment vous vivez ça? C'est dur de mener une campagne alors qu'il y a cette pression sociale en permanence sur votre dos? Non, dur non, j'exagérerai, je le regrette, notamment il devait y avoir très dernièrement l'ouverture d'un samedi d'un local de campagne dans le 2-3, ça a été très très perturbé, finalement ça ne s'est pas fait. Lorsque le siège du 6-8 s'est ouvert, il y a eu une manifestation, je suis allé d'ailleurs au-devant des personnes qui manifestaient, on a dialogué pendant une demi-heure. Voilà, moi je trouve qu'on peut dialoguer, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi je respecte toutes les opinions, hein. Je ne dis pas que j'ai raison dans les orientations que je prends, mais après quand ça devient un peu trop sévère, comme samedi, avec vraiment un ton très 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 agressif, je crois que c'est très 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 dommage. Voilà, il ne faut pas qu'on en arrive là. Et dans le fond, vous ne vous dites pas que le gouvernement aide pas les candidats à La République En Marche en ayant mis cette réforme clé des retraites au milieu de la campagne des municipales? Écoutez, il faut faire avec, hein. C'est comme ça. De toute façon, il y avait des réformes qui étaient annoncées, elles tombent à ce moment-là. Vous savez, quand on regarde tous les présidents, là, de Nicolas Sarkozy, très contesté rapidement. François Hollande, très contesté rapidement. Le président Macron, il y a un moment donné où il faut se poser la question aussi, nous on doit se poser la question, citoyennes et citoyens, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'on fasse un pas pour permettre de réformer ce pays, parce qu'on ne va jamais autrement avancer. Donc non, moi je crois que bon, c'est maintenant. Vous avez vous-même regretté un manque de dialogue quand même. J'écoutais en préparant cette interview, celle que vous avez donnée au Ravi, hein, vous disiez cela. C'était au tout début. Il aurait fallu plus dialoguer. Au Ravi, moi je pense que j'aurais peut-être considéré un dialogue plus abouti. A priori, on m'a dit qu'il a eu lieu pendant de longs mois. Bon, je fais confiance à ceux qui m'ont dit ça à Paris, quoi. Bon, allez, on va passer maintenant aux propositions, à votre programme, même si on ne le connaît pas intégralement, on va essayer de le découvrir en essayant d'aller chercher thème par thème, éventuellement les propositions que vous pourriez dévoiler ce soir, pourquoi pas, soyons fous. Et c'est Benoît Gilles qui va nous rejoindre. Benoît, je te laisse la parole pour cette partie. Alors bonsoir. Alors, effectivement, on a un peu cherché, mais on n'a pas réussi à obtenir votre programme que vous allez présenter dans 2 jours, l'ensemble de votre programme. Alors bien sûr, vous avez, lors de l'annonce de votre candidature, déjà dévoilé un certain nombre de pistes, et puis vous avez levé le voile sur des grandes thématiques qui sont pour vous les thématiques prioritaires, en particulier la question de l'éducation. Alors vous avez parlé bien sûr de l'état des écoles, puisqu'il est préoccupant depuis de longues années, mais aussi du taux d'encadrement. Vous préconisez de faire tomber le taux d'encadrement avec un adulte pour 10 enfants en maternelle et 1 pour 20 en primaire. Or, si on en croit les syndicats,
on est bien loin de la réalité aujourd'hui vécue par l'ensemble des Marseillais, puisque c'est plutôt un adulte pour 25 en maternelle et un pour 50 en primaire, et encore ces taux ne sont pas respectés. Alors comment vous allez faire tout simplement pour arriver à baisser ce taux d'encadrement et arriver à avoir un adulte sur le temps de cantine par exemple pour 20 ou pour 10 enfants? Alors, vous savez, ce qui m'anime dans cette campagne, c'est déjà de remettre Marseille dans la normalité. Et donc, on fait un diagnostic où on en est sur les différents chapitres. Et ce chapitre, effectivement, de l'éducation, pour moi, il est essentiel. Je ne peux pas prôner qu'on va s'occuper de l'éducation si on ne regarde pas quel est l'état physique des écoles, si on ne connaît pas l'encadrement des écoles. Et quand on a regardé ce qui se faisait dans d'autres villes, tout simplement, en faisant un benchmark, eh bien on s'aperçoit qu'on est au tiers de l'encadrement de ce qui se fait dans d'autres grandes villes. Donc, il faut progressivement, je ne vous dis pas que ça va être le lendemain matin de ma prise de fonction, mais progressivement, il faut arriver à ces chiffres si réellement on veut miser sur l'éducation et si on veut que les petits aient un encadrement qui est celui qui est préconisé ou en tout cas fait dans les autres villes. Alors pourquoi Marseille, on n'est pas à ce niveau? Donc c'est un objectif de fin de mandat? C'est un objectif, si je peux avant, vous savez, il va falloir regarder, moi je vais regarder les finances, d'ici la fin du mandat, ça c'est certain. Si on peut avant, oui, parce qu'il y a des choix qu'il faudra faire. Et l'école, pour moi, c'est un premier choix. Parce que vous êtes limité dans les dépenses de fonctionnement, puisqu'il y a un contrat qui a été signé par la ville de Marseille avec l'État et qui limite les dépenses de fonctionnement à 2%. Donc ça va être difficile d'embaucher des tatas, comme on dit à Marseille, supplémentaires pour augmenter ce taux. Donc comment on fait? Comment on fait? D'abord, vous savez, vous avez regardé le rapport de la Chambre régionale des comptes et vous avez constaté quand même qu'y compris dans le fonctionnement, il y a des marges, je vais le dire comme ça, il y a des marges de progrès vraiment sensibles. Voilà. Et donc on met les gens au travail, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ce que je dis. Des marges de progrès dans l'utilisation des finances. Voilà. D'accord. Et que, en utilisant les finances correctement, on doit pouvoir petit à petit, encore une fois, je ne vous dis pas que c'est la première année, la deuxième année, mais petit à petit, tendre vers cet objectif. D'accord. En revanche, vous avez un objectif à court terme pour les écoles, c'est de les équiper de chauffage, mais aussi de climatisation dans les 100 premiers jours. Alors, comment on peut faire pour mettre en œuvre cette promesse, alors qu'il y a des règles de marché public qui vous limitent? Oui, alors, effectivement... Quand on regarde l'ensemble des écoles, imaginer qu'on va tout mettre en état dans les 100 premiers jours. Non, c'est dans les 100 premiers jours, on va lancer toutes nos actions pour aller vers les marchés publics et que tout ça soit en route. Pas que ce soit installé dans les 100 premiers jours. Je connais bien la règle des marchés publics et... Vous savez que ça prend plus de temps que ça. Oui, d'accord. Donc là aussi, ça va être progressif et on imagine qu'on aura tout de même chaud à l'été 2020 si vous êtes maire. Je crains. Oui. Je crains, pour être tout à fait honnête et objectif. Oui. Alors, deuxième thématique que vous avez abordée et commencé à dévoiler, notamment dans les médias, c'est la question des transports. Cette fois-ci, vous avez aussi une mesure radicale, c'est de proposer la gratuité à la fois pour les Marseillais de moins de 25 ans, mais aussi pour les personnes âgées et pour les bénéficiaires des minima sociaux. Là encore, la question est simple. Comment on finance la gratuité pour ces publics-là? Et puis ensuite, vous dites tendre pour une gratuité totale pour l'ensemble des Marseillais. Comment on fait? Alors, il faut partir de ce que l'on veut faire. Tout d'abord, le transport en commun est très peu développé à Marseille si on le compare à d'autres villes, Nantes, Nice. Regardez le nombre de kilomètres de transport en commun dans ces villes et à Marseille. Donc, il va falloir rattraper ce retard. D'autre part, Marseille est une des villes en Europe les plus polluées. Ce qu'il va falloir faire, c'est diminuer le tout-voiture. Pour diminuer le tout-voiture, il va falloir développer les transports en commun. Mais il va falloir aussi habituer les Marseillais et les Marseillaises à prendre les transports en commun. On veut commencer par les catégories que vous avez énoncées, ce qui est à la fois une mesure sociale, mais aussi une mesure qui va commencer à donner le là pour qu'on aille vers plus d'attention portée au transport en commun. Bien évidemment, dans le même temps, il va falloir étendre l'offre. Étendre l'offre, c'est la fréquence des transports et également étendre
bus à haut niveau de service, tramway vers le nord, Castellane, vers le sud, vous le savez, hein, vers l'hôpital Sainte-Marguerite, aussi probablement vers Saint-Loup. Donc, si on ne commence pas à donner le là en disant c'est une préoccupation majeure, là aussi on n'y arrivera pas. Alors, pour parler finances, c'est 30 millions. Mais c'est pas un peu paradoxal de vouloir d'un côté investir dans de nouveaux kilomètres de transport et de l'autre vous priver d'une recette qui est celle des tarifs et de la tarification. Oui, mais si vous voulez, il y a un moment donné où il faut, je disais, hein, c'est à la fois une action volontariste pour aller vers une ville qui soit moins polluée, mais aussi une mesure sociale. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de familles, quand vous regardez l'addition des transports à la fin du mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et donc on veut là que la ville prenne un peu plus sa part d'action. C'est 30 millions par an, c'est-à-dire c'est un chèque de la mairie à la métropole. Alors vous venez de citer le nom de la métropole, c'est une compétence métropolitaine les transports. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une distorsion ? Je pense à l'étudiant d'Aix-Marseille Université qui habite Aix. Une bonne question. Et qui arrive tous les jours, qui prend le bus et qui arrive à la gare Saint-Charles et lui, il va devoir payer alors que le Marseillais qui va à la même fac, lui, il ne paiera pas. Comment on fait ? Tout à fait, c'est une excellente question, on y a réfléchi. Et si cette mesure poussait finalement la métropole à se dire les transports, c'est quelque chose de fondamental pour le territoire. Regardez, aujourd'hui, il n'y a pas de métropole. Il n'y a pas de métropole. La métropole, elle a un intérêt, c'est celui de développer des grands projets. S'agissant des grands projets, c'est la mobilité. Rien n'est fait au niveau de la métropole pour la mobilité. La métropole a au moins fait une chose, c'est justement le pass unique qui permet quand même à l'étudiant d'Aix de circuler sur Aix en bus et sur la RTF en même temps, de prendre le TER. Il y a eu des choses à ce niveau-là. Il y a eu des choses, mais il n'y a pas eu de développement du réseau. Or, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est développer le réseau. On ne peut pas en rester là. Regardez, comparez les chiffres des grandes métropoles avec les chiffres que l'on a sur Marseille ou sur notre métropole. Il y a un retard considérable, considérable. Je ne vous dis pas là aussi que ça va être rattrapé très rapidement, mais vous parlez de la métropole. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Il va falloir se concerter avec les différents maires pour savoir ce que l'on veut faire de la métropole. Est-ce que l'on veut continuer à ce que la métropole soit une distribution d'enveloppes à chaque maire ? Possibilité. Ou est-ce que l'on veut dire, allez chiche, on va avoir des projets en commun pour développer ce territoire ? Mais en devenant maire de Marseille, vous prenez une sérieuse option pour la présidence de la métropole. Est-ce que vous avez déjà un programme métropolitain qui sera dévoilé mercredi ? Et est-ce que vous avez commencé à dialoguer avec, je ne sais pas, Laurence Petel, avec M. Cérus, par exemple, qui représentait la République En Marche au sein de la métropole, pour construire un vrai projet métropolitain ? Pour le moment, je n'ai pas discuté avec des partenaires. Je ne suis pas allé voir d'autres maires. Mais par exemple, avec Cérus, oui, j'ai beaucoup discuté. D'accord. Et donc, il va nourrir un projet métropolitain qui sera présenté mercredi ? Non, il ne sera pas... Non, commençons par la ville. Déjà un projet pour la ville. Puis après, on fera un projet pour la métropole. Donc, dans ce programme, pour l'instant, vous ne parlerez pas de transport ? Oui, on parlera de transport, mais pour la ville. D'accord. Et donc, vous aurez une liste des courses pour Yvon Berland, président de la métropole ? Liste des courses, non, un programme, un projet. Okay. Mais est-ce que ce sera vous le président d'ailleurs si vous gagnez ? Est-ce que vous postulerez pour cette présidence de la métropole ? Vous savez, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu indécent, pas votre question, pas votre question, un peu indécent que parce que on se profile pour être maire de Marseille, que on dit, je vais être président ou présidente de la métropole. Je pense que c'est un projet qui doit être un projet collectif, discuté avec l'ensemble des partenaires. Vous savez, moi j'ai bien vu quand j'ai construit Aix-Marseille Université. Le maire d'Aix était farouchement opposé à la fusion. Allez lui demander aujourd'hui ce qu'elle pense de la fusion et ce qu'elle pense d'Yvon Berland. Parce que d'abord j'ai dialogué avec elle. En fonction, je lui ai dit quels sont les besoins, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut parler aux gens, autrement on ne peut pas... Je le disais, je ne cherche pas de poste, je cherche à faire. Voilà. Et à faire dans la concertation. Il faut changer l'ADN de gouvernance de ce territoire. On discute, on échange. Et là, on a un projet collaboratif. C'est ça, moi, qui m'anime. C'est pas de dire je vais être maire de Marseille et président de la métropole, franchement.
D'accord. Avant de rendre la main à Benoît pour qu'il poursuive sur ces thèmes, ça réagit sur les réseaux à vos propos. Et Rabat nous demande comment comptez-vous augmenter la mobilité transversale entre le nord et le sud? Voilà, c'est la question qui vous est posée par cet internaute. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? C'est une bonne question. Aujourd'hui, quand vous regardez les transports, puisqu'on a les transports en commun, c'est essentiellement vers le sud qu'il y a eu des transports en commun. Donc il faut rectifier tout ça. Vous n'allez pas du centre de Marseille à l'hôpital Nord, vous ne pouvez pas y aller, quoi. Il y a un bus qui prend l'autoroute quand même, mais pas effectivement un site propre. Donc il faut rectifier ce problème, c'est-à-dire il faut penser maintenant au déplacement dans le Nord. Vous savez, dans le programme, vous le verrez, on dit si on fait 1 km de transport au sud, on fera 1 km au nord. Moi, je pense que c'est une erreur. Il faut faire 2 km au nord et 1 km au sud. Donc vous amendez déjà votre programme? Ça commence. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Vous savez, vous me permettez de dire la chose suivante. On va tous avoir un programme. On va tous avoir le meilleur programme. On va tous avoir des projets. Puis après, il y a la vraie vie. Et puis dans la vraie vie, on va s'apercevoir, ah, ça, peut-être que je vais un petit peu l'infléchir. Ah, ça, il faut aller un petit peu plus loin. C'est ça la vraie vie. Moi, c'est ce que j'ai fait dans toutes les fonctions que j'ai apportées. On ne va pas graver dans le marbre. Tout ce que je pense qu'il faudra faire, je le ferai. Et si à un moment donné, il y a des inflexions, eh bien, je le dirai à la population, voire même, si des projets ne sont pas prévus aujourd'hui, je demanderai l'approbation de la population. Référendum. D'accord. Donc une sorte de RIC gilet jaune à la version... Alors c'est pas dit, une initiative municipale quand même. Municipale. Vous n'êtes pas prêt d'ailleurs, parce que la question est là, vous n'êtes pas prêt à faire accepter un RIC local? C'est pas quelque chose... Non, on va commencer par ce que je viens de dire là. D'accord. Okay. Et à quelle fréquence? Non, ça dépend des projets. Si tout d'un coup je vous dis on va construire, je ne sais pas quoi, le téléphérique, voilà. Ça n'a pas été abordé. Il faut demander à la population. C'est fini, la gouvernance à 2 ou 3, c'est terminé. Voilà. C'est terminé, on ne peut plus ça. On ne peut plus faire ça. Alors justement, vous prenez la méthode Berland, celle qui est basée sur le dialogue, celle qui, selon vous, vous a permis de réussir la fusion des universités. Ce dialogue, ça passe par rencontrer les représentants du personnel. Est-ce que ça veut dire que vous allez, vous, Yvon Berland, mettre fin à la cogestion qui a été mise en place sous deux fers et poursuivie par M. Gaudin avec le syndicat majoritaire Force ouvrière? Vous savez, si je suis élu maire, la première mesure que je prendrai, c'est d'aller rencontrer les personnels pour leur redonner du sens à leur travail, pour leur dire que c'est grâce à eux, sans eux, on ne fera pas Marseille, que les niveaux de compétences seront là où ils doivent être. Rencontrer les organisations syndicales, j'ai l'habitude de le faire, je l'ai toujours fait. Après, une cogestion, c'est autre chose. Une gestion, oui, une cogestion, non. D'accord. Ça veut dire qu'il faudra être ferme avec celui qui est le syndicat majoritairement présent à Marseille depuis l'après-guerre. Vous êtes prêt à ça? Mais si vous voulez, il faudra discuter avec toutes les organisations syndicales. Peut-être que le projet que je présenterai, ce projet leur permettra aussi de se réaliser et de considérer qu'il est aussi bon pour les personnels. Moi, je pars du principe qu'une organisation syndicale est là pour défendre les personnels et l'emploi des personnels et la vie dans l'entreprise des personnels. Si ce que l'on propose est satisfaisant pour les personnels, pourquoi l'ensemble des syndicats, pourquoi ce syndicat n'adopterait pas ce principe que voilà, on est favorable à telle ou telle action parce que c'est bien pour les personnels et les personnels se réalisent. C'est ça, moi, que je considère qu'il faut atteindre. J'ai une petite expérience dans l'université, c'est toujours comme ça que j'ai pratiqué. Alors, un autre thème qui va faire la campagne, enfin en tout cas elle espère, c'est la question du logement. L'ensemble des associations ont fait une adresse aux candidats. Je pense que vous avez été destinataire de cette adresse pour se plaindre que ce sujet pourtant prioritaire et pourtant mis au sommet de l'actualité avec les événements de la rue d'Aubagne soit finalement assez absent des programmes de l'ensemble des candidats. Alors, vous présentez dans le 6-8, le 6e et le 8e présentent finalement les taux de logements sociaux les plus bas de la ville, avec 4% autour de un peu moins de 5% dans le 6e, un petit peu moins de 10% dans le 8e. Alors, est-ce que vous allez construire massivement des HLM dans ce secteur? Alors, quand vous dites qu'on ne s'occupe pas de ce sujet, non, vous le verrez mercredi. Je pense que c'est un sujet majeur
majeur. Je suis surpris qu'il ait fallu ce drame pour faire le bilan de l'état des logements insalubres dans cette ville. Quand je parlais de gouvernance, la gouvernance, c'est connaître son territoire, avoir régulièrement des évaluations de tout ce qui concerne la municipalité. C'est vrai pour les écoles, c'est vrai pour les logements. Donc pour nous, c'est un élément majeur. En l'occurrence, on le savait déjà depuis 2015 au moins, avec le rapport Nicole, c'est-à-dire quand même 3 ans rapport avant. Nicole, absolument, on le savait. 3 ans avant mais l'effondrement. Bon, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Quand je regarde les chiffres de l'ANRU, il y a des financements importants qui ont été dédiés à l'habitat et qui n'ont pas été utilisés. Mais ce n'est pas des petites sommes, c'est 25, 29 millions. Oui. Donc, s'agissant de l'habitat, c'est très important, 40 000 logements, 4 000 immeubles. C'est une priorité, là aussi, de s'occuper de ces logements. Donc, dire que ce n'est pas prioritaire, non. Il va falloir faire aussi un inventaire un peu plus large et un bilan un petit peu plus large. Et tout un tas d'actions qu'on a prévues pour ce sujet. Alors, oui. J'en viens. Je vous voyais impatient. S'agissant des logements sociaux, aujourd'hui, on respecte à Marseille le pourcentage sur l'ensemble de Marseille. Voilà. Mais c'est localisé uniquement dans une partie de Marseille, pas dans l'autre. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit complètement égalitaire, que ce soit dans le 6, que ce soit dans le 8 ou que ce soit dans le... Donc ça veut dire un rééquilibrage. Un rééquilibrage, absolument. Plus de nouveaux logements sociaux dans les quartiers nord. Un rééquilibrage. Donc plus de nouveaux logements sociaux dans les quartiers nord. Le rééquilibrage, il peut se faire progressivement. S'il y a un besoin, je ne vais pas dire non, s'il y a un besoin dans les quartiers nord. Je n'ai pas la finesse de connaissance encore pour vous répondre de manière péremptoire ce soir. D'accord. Parce qu'effectivement, vous dites que Marseille respecte les taux prévus par la loi, qui sont de 25%, mais en fait, on est autour de 25%. Et l'année prochaine, le préfet serait en droit de prendre un arrêté de carence et donc de frapper au porte-monnaie la ville de Marseille. Donc, comment vous pouvez faire face à cette menace? Il faut que le préfet qui représente l'État me fasse confiance. D'accord. Et je pense que l'État me fera confiance. D'accord. L'étiquette La République En Marche, ça Non, c'est le sérieux. C'est pas l'étiquette. Vous savez, si j'avais l'étiquette, c'est pas une étiquette. D'abord, j'ai pas que l'étiquette République En Marche. D'abord, moi, je suis un citoyen comme vous, sans étiquette. Vous avez vu qu'il y a l'UDI également, qu'il y a Agir, qui nous accompagne. Donc, c'est pas que La République En Marche. C'est ce que j'ai fait au préalable. Je pense que si, à un moment donné, le président de la République a considéré que je pouvais représenter notamment sa tendance politique pour diriger Marseille, c'est qu'il a regardé quand même ce que j'avais fait au préalable. Et regardez le sérieux avec lequel j'ai mené l'université d'Aix-Marseille. Et c'était pas facile. Mais ça dit quand même que pour éviter cette carence, il faut, dès votre arrivée à la tête de la ville de Marseille, faut si vous êtes élu, en tout cas, il y a la volonté politique. Lancer des programmes rapidement pour montrer, parce que c'est ça que va chercher le préfet, Benoît. Oui, mais bon, le préfet ne va pas dire vous arrivez au mois de mars et le lendemain, etc. Non, il y a la continuité républicaine de la ville de Marseille. Oui, mais d'accord, mais regardez, on lance des programmes, il y a un volontarisme politique, c'est ce que votre question, c'était celle-là. Est-ce qu'il y a un volontarisme politique ou pas? Je vous assure qu'il y a le volontarisme politique. Et vous êtes prêt à affronter les électeurs des 6e et 8e avec cette volonté donc, de construire du logement social au sud et rééquilibrer la ville? Oui, mais je n'affronte pas. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde prend conscience que cette ville doit être rééquilibrée. Ça ne sert pas les intérêts de tel ou tel arrondissement si on n'a pas compris ça. Et je le dis, je fais beaucoup de soirées où j'explique clairement qu'il faut être attentif. Il faut être attentif. On ne peut pas dire qu'il y a d'un côté... vous avez vu le film Pain et chocolat? Pain et chocolat, oui. Ben voilà, ça ne peut pas être ça à Marseille. Il faut absolument que chacun soit convaincu qu'il faut petit à petit changer. Et en plus, la mixité sociale apaisera la ville. La mixité sociale apaisera la ville. Mais vous la sentez, cette crainte, parfois ces fantasmes sur la création de logements sociaux quand vous êtes sur le terrain dans le 6-8? Non, les logements sociaux, franchement, les logements sociaux, ce sont des logements. Aujourd'hui, 70% de la population marseillaise a droit à un logement social. 17% en bénéficient. 70%, c'est-à-dire que même dans le 8 et dans le 6,
il y a des familles qui peuvent bénéficier. Il ne faut pas croire que c'est uniquement les familles, parce qu'on parle souvent, on ne parle pas assez souvent de l'Est aussi, de cette ville, qui est aussi en difficulté. Ce n'est pas simplement l'Est, le Nord qui a ces familles qui demandent, qui ont la possibilité d'avoir accès à un logement social. C'est 70%. Donc il y en a aussi dans le 6 et dans le 8. Oui, mais la carence que le préfet serait en droit de proclamer pour la ville, elle concerne aussi le logement très social. Ce n'est pas seulement une question de volume, mais c'est aussi une question de type de logement. Et on construit très très peu de logements très sociaux destinés à ces familles avec beaucoup d'enfants qui ont du mal à se loger aujourd'hui. Donc peut-être que là, dans le 6-8, on trouvera moins de candidats. Enfin, moi, je connais les pourcentages auxquels on doit adhérer de logement social. Oui. Après, je n'ai le moins. Pour moi, il y a logement social ou pas logement social, quoi. Ça sera encore une fois quelque chose que vous aurez à découvrir en devenant maire dans quelques jours, si jamais effectivement les Marseillais vous suivent. Alors sur cette question du programme, avant de te libérer, Benoît, on vous emmène sur un autre terrain, celui de l'économie, avec une question d'un internaute qui s'appelle Guillaume Origoni et qui nous demande: Yvon Berland pourrait-il dire de lui-même qu'il est libéral économiquement parlant? Alors, est-ce que c'est un mot qui pourrait vous définir? Moi, je suis pour développer l'emploi sous toutes ses formes, que ce soit l'emploi privé, que ce soit l'emploi public. Ce qui m'importe, c'est que nos concitoyens, et notamment les plus jeunes, et notamment ceux qui sont le plus en difficulté sociale, et notamment ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études suffisantes, puissent avoir un accès à l'emploi. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous me donnez l'occasion, puisqu'on parle de programme, de dire qu'on veut absolument, dans notre projet, un élément important, c'est de créer une grande école inclusive. Une grande école inclusive pour développer les métiers de demain dans le domaine du numérique, dans le domaine du care. Inclusive, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans critères de diplôme pour l'intégrer? Sans critères de diplôme, c'est exactement ça. Aujourd'hui, 50% de nos jeunes n'ont pas le baccalauréat. Donc, comment remettre dans la société cette population? Et cette école inclusive, numérique, métier de l'écologie, métier du care, il faudra privilégier justement cette population pour les mettre vraiment dans la société, leur donner un avenir dans la société. C'est pas l'école de la seconde chance, c'est une nouvelle forme encore. Non, c'est autre chose. Alors je reviens quand même sur ma question. On voit bien ce que ça pourrait être un maire libéral. On entend des candidats qui veulent développer les zones franches urbaines un petit peu partout, donc faire baisser les taxes pour les entreprises. On voit des candidats qui veulent baisser la cotisation foncière. Est-ce que c'est des chemins que vous pourriez emprunter? C'est des chemins que je peux emprunter tout autant que ça favorise l'emploi. Tout autant que ça favorise l'emploi. Ce n'est pas pour faire plus d'argent là où il est déjà, mais c'est pour développer l'emploi. Si c'est pour développer l'emploi, je serai là. D'accord, donc social-libéral, on pourrait... Social-libéral, exactement. Ça répondra comme ça à Guillaume Origoni qui posait cette question. Merci Benoît pour ta participation et on va passer maintenant au casting, Yvon Berland. Alors, le casting, le premier casté, c'est vous, hein, finalement. Mais ça a été un peu compliqué. Alors, vous avez voulu être candidat éligible aux européennes, ça ne s'est pas fait. Vous avez annoncé votre candidature très tôt, dès l'été. Et finalement, on a attendu quasiment le début de l'hiver pour vous voir confirmer. Et entre-temps, il y avait eu une mission d'1 mois pour chercher finalement un meilleur candidat que vous. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être un candidat par défaut aujourd'hui? Alors, écoutez, je sais aujourd'hui que le président de la République avait pris sa décision bien plus tôt. Mais pourquoi il a envoyé M. Borrello faire cette mission? Et je peux vous dire que quand j'ai vu Jean-Marc Borrello, la décision a été prise. Jean-Marc Borrello a voulu quand même regarder quel était comment il fallait que je sois le plus entouré, quelles orientations il fallait prendre. Il m'a beaucoup aidé, hein. Moi j'avais jamais fait de politique, donc je pense que le temps de dialogue que j'ai eu avec Jean-Marc Borrello, avant que tout d'un coup on me jette dans
Dans le grand bain? Dans le bain des journalistes. C'est nous qui sommes Non, je plaisante. le plus grand péril. Non, je plaisante. J'avais besoin de discuter, de voir, de dialoguer, quelles étaient les grandes orientations, comment on allait définir un peu notre stratégie de manière collaborative. C'est peut-être ce que vous en avez compris avec le temps, mais ce qu'en a vu le grand public, c'est un candidat, deux candidats avec Saïda Hamada d'ailleurs, déjà sur la ligne de départ, et à qui on dit non, attendez un peu, on va attendre un peu pour donner le premier coup de pistolet pour démarrer, quoi. Bon, moi, je le sais aujourd'hui, ça, je ne le savais pas avant. Et vous l'avez mal vécu d'ailleurs, cette tergiversation. Oui, il y a un moment donné où j'ai dit j'arrête, pour tout vous dire. Et hop. Et c'est à ce moment-là que vous a repêché. On m'a repêché rapidement, donc là, je me suis dit, il doit y avoir une raison. Mais je reviens à ma question, vous avez eu ce sentiment-là, à un moment donné, d'être le candidat par défaut? Non, par défaut, non, parce que j'ai jamais eu, moi, l'âme de quelqu'un qui était pris par défaut ou choisi par défaut. Je pense que... Non, pas du tout. Mais cette attente, à un moment donné, me faisait dire qu'on allait être pénalisé pour démarrer vraiment la campagne, s'organiser, etc. Pour rien vous cacher, pour être tout à fait honnête avec vous, si j'avais eu un mois de plus, c'était pas plus mal. Voilà. Oui, c'est pour ce qui explique que vous présentiez votre programme, par exemple, que 3 semaines avant le premier tour, ou c'est non, pas la tout raison à fait... aussi, c'est que les communicants nous ont dit qu'il ne faut pas le présenter trop tôt. Ah. Bon, mystérieux communicant, pourquoi? Non, pour pas qu'il soit attaqué trop vite? Non, parce que, si vous voulez, ce qui est certain, et vous le savez peut-être mieux que moi, nos concitoyens se décident finalement assez tardivement. Je ne suis pas sûr que le programme donné au mois de décembre, il aurait été vu au mois de décembre. Je ne suis pas sûr qu'il serait sorti au début du mois de mars pour être lu. Voilà. Là, on va le présenter, il va être diffusé. Vous captez la fenêtre d'attention. Voilà, et capter, c'est une bonne expression, merci. Capter la fenêtre d'attention. Ouais, qui arrive là. Qui arrive là. Et d'ailleurs, vous voyez, il y avait les vacances, les gens, un certain nombre sont pas là. Les vacances ne sont pas tout à fait finies, vous allez quand même le présenter pendant les vacances. Oui, parce qu'il faut bien y arriver un moment. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure, toujours dans cette logique de casting, vous avez parlé du soutien de l'UDI et d'Agir, mais vous n'avez pas parlé du MoDem parce qu'il a finalement choisi de soutenir Martine Vassal. C'est la deuxième force aujourd'hui parlementaire de la majorité. C'est une composante du gouvernement. Est-ce que c'est pas un peu un camouflet de ne pas recevoir le soutien du MoDem? Ah non, pas du tout. Parce que si vous regardez nos listes, vous les verrez, hein, les listes, parce qu'on va les diffuser, vous verrez le nombre de MoDem qu'il y a sur nos listes. Alors la plus emblématique, c'est certainement Marie-Florence Bulto-Rambaud dans les 13e et 14e arrondissements. Il y en a d'autres. Je pense que quand vous regarderez les différentes listes, il n'y en aura pas moins du MoDem sur nos listes que sur les autres listes. Oui, mais le mouvement en tant que tel, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait de personnalités très identifiées au MoDem localement. Le seul qu'on connaît peut-être dans le département, c'est Mohamed Lakila, le député, mais il est candidat à Aix. Donc vous ne pouvez pas de toute façon venir sur vos listes ou sur celles de Martine Vassal. C'est l'étiquette qui joue là, à ce moment-là. On se dit, François Bayrou ne soutient pas Yvon Berland, il soutient Martine Vassal. Je l'ai vu, François Bayrou, en plus il dit que du bien de moi, mais à un moment donné... publiquement, le message n'est pas très clair. Mais je suis d'accord. Mais on a une discussion, donc je vous donne de manière très transparente. Simplement, pour aller un petit peu plus loin encore, moi je suis d'accord pour qu'on discute avec ces partis, mais je veux aussi que les personnes et les personnalités qui viennent sur nos listes correspondent à ce qu'on envisage et la cohérence de notre projet. Voilà. Et je pense que les personnes qui viennent là sont en cohérence avec notre projet, peut-être que d'autres étaient moins en cohérence. D'accord. Alors, parmi les personnalités qui vous ont rejointes, je vais en citer 3. Malisa Saïd, Jean-Luc Ricard, Caroline Posmentier. Vous me voyez venir de très très loin. Je savais que vous alliez venir voilà. là. Vous voyez venir de très très loin. C'est 3 membres de la majorité de Jean-Claude Gaudin à l'heure actuelle au conseil municipal. Est-ce que finalement vous êtes la 3e liste des sortants ? Alors, je vais vous dire, vous n'avez pas cité certains autres noms. J'ai limité ma sélection, mais je pourrais continuer si vous voulez. Parce que si vous voulez, si vous regardez aussi plus à gauche, il y a aussi des noms et bien plus nombreux. Bien plus nombreux.
Si vous prenez Pascal Chamassian... Ancienne élue apparentée socialiste au conseil municipal. Et puis je peux en citer plusieurs comme ça. Donc j'ai pas fait le compte, plutôt à droite, plutôt à gauche, anciennement. J'ai essayé de prendre des compétences. Mais vous prenez des gens comptables d'un bilan quand même. Ces 3 personnalités sont comptables du bilan de Jean-Claude Gaudin. Elles ont participé pendant 6 ans ou plus, concernant Caroline Pozementier, par exemple, à l'exercice du mandat par Jean-Claude Gaudin. Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais je pense que le bilan, Caroline a fait beaucoup. Quand on regarde le début de ses mandats et jusqu'à à la sécurité. À la sécurité. Elle était adjointe à la sécurité. Elle a fait beaucoup et tout le monde reconnaît qu'elle a fait beaucoup. Et je pense que c'était bien pour nous qu'elle continue dans ce domaine. Ça veut dire que vous avez examiné les mesures qu'elle avait pu prendre. Oui, on a regardé, bien sûr. Voilà. Elle a développé beaucoup de choses. Ensuite, Malissa, vous savez, elle s'occupait plutôt de l'Europe. Bon, vous avez dit vous-même dans maintes interventions que l'Europe, c'était pas les financements européens, c'était pas le fort de la ville de Marseille. Voilà. Après, vous savez, est-ce qu'il y avait une politique au plus haut niveau de la ville qui permettait vraiment de s'exprimer au maximum? Si elle est venue sur ma liste, peut-être qu'elle avait considéré qu'elle ne trouvait pas, elle n'avait pas trouvé tout ce qu'elle avait espéré au départ. Et aujourd'hui, elle sait combien, pour moi, l'Europe est importante. C'est un des éléments qui l'a convaincue. Mais elle a eu 6 ans pour le dire. C'est ça. On a l'impression que finalement, il faut attendre les élections pour se réveiller et dire elle avait une manette. Peut-être que cette manette ne marchait pas, mais la manette, c'était quoi la manette? Elle avait la manette de la délégation au Fonds européen et peut-être aurait-elle pu dire que cette manette ne marchait pas. Non, mais ça s'est pas beaucoup entendu quand même. Alors peut-être qu'elle l'a dit, peut-être que... On suit tous les conseils municipaux sur Mars Actu, on n'a jamais entendu une expression publique de Malissa Saïd sur ce point. Sa plus grande expression, ça a été de ne pas continuer avec la même équipe et de changer d'équipe. C'était la plus grande expression. Et il faut du courage pour changer. Vous savez, les personnes qui sont là en politique, la facilité, c'est de dire, tiens, je continue. Ce sont des personnes qui avaient l'assurance de repartir avec Martine Vassal? Oui, bien sûr. Voilà, ça, je peux vous dire, alors là. Ah oui. Donc c'est un vrai choix, c'est pas un choix par défaut. Un vrai choix. Demandez à Malissa, interrogez-la, et vous verrez combien elle a eu de rencontres avec... Martine Vassal. Madame Vassal pour la convaincre de rester sur ces listes. Alors, mais finalement, comment vous avez... alors, l'expression est un peu triviale, mais comment vous avez trié le bon grain de livret parmi les élus sortants? Parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui auraient été intéressés pour vous rejoindre. C'est quoi le critère pour dire lui oui, elle non? C'est le sérieux, c'est la compétence, c'est l'envie de partir sur quelque chose de totalement différent. C'est le fait que l'important, c'est pas d'avoir un poste, mais de faire. C'est tout ça, quoi. Parce que, alors, je vous assure que beaucoup voulaient venir, mais pour prendre des postes. C'est pas ça, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et qu'est-ce que vous répondez finalement aux marcheurs de longue date qui se disent ils recyclent et qui, par ricochet, n'ont pas forcément la place qu'ils espéraient? Voilà, je pense que certains ou certaines n'ont pas la place qu'ils espéraient et trouvent des arguments. Je ne change pas d'avis quant au choix que j'ai fait. Alors, pour terminer sur cette partie, il y en a 2 qui auraient sûrement, que vous auriez peut-être aimé voir sur vos listes et qui n'y seront pas. Je le savais aussi. Ah, mais écoutez, on est prévisible, que vous Non, c'est normal. Posez de meilleures questions. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez interagir pendant toute la durée de cet échange. Et donc, posez de meilleures questions. Comme ça, surprenez Yvon Berland, surprenez-moi aussi. J'essaierai de m'en faire le relais le plus fidèle possible. N'hésitez pas à interagir. Elles sont légitimes. Je termine ma question, Yvon Berland. 2 députés. Claire Pitollat, au sud. Alexandra Louis, au nord, qui, visiblement, ont décidé qu'elles avaient mieux à faire que votre campagne. C'est pas un peu dur, ça? Non, pas du tout dur. Alors, je vais être très clair. Claire Pitollat ne m'a jamais soutenu. Claire Pitollat soutenait d'autres candidats. Lorsque le président de la République a... Jean-Philippe Agresti, pour le dire, qui a fini sur les listes de Martine Vassal. Quand le président de la République a désigné, je veux dire comme ça, a soutenu ma candidature, Claire Pitollat n'a jamais exprimé, contrairement à ce qu'ont fait Saïda Hamada
et Cathy Racon-Bouzon, vouloir m'accompagner. Bon. Elle a préféré se consacrer à son mandat national, elle est vice-présidente du groupe, plutôt que de venir travailler avec moi. Je le regrette parce que Claire Pitola a de grandes compétences dans beaucoup de domaines et elle aurait été parfaitement utile et intéressante pour nous. Et d'autant plus qu'elle a battu la droite dans le secteur où vous vous présentez. C'est-à-dire qu'elle a battu, on va rappeler, Dominique Tian aux législatives de 2017 dans un fief de la droite. Avec Emmanuel Macron. Avec Emmanuel Macron, évidemment. Mais elle a quand même... Non, mais avec Emmanuel Macron. Évidemment, il y avait une vague, on va pas le cacher, la vague était peut-être plus porteuse en 2017 qu'aujourd'hui. On verra. Mais néanmoins, elle avait quand même, sur ces quartiers-là, réussi un joli coup, parce que même si on voyait la vague venir, on n'imaginait pas que ça puisse submerger cette circonscription qui couvre le 7e et le 8e arrondissement. Bon, ça aurait été quand même un atout, vous, dans le secteur où vous vous présentez. Ben oui, mais voilà, je vous expliquais. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, elle se consacre à son mandat national et même si j'aurais préféré effectivement qu'elle me rejoigne, voilà, mais bon, on a une équipe, on est dynamique. Vous savez, c'est jamais un individu qui fait la différence. C'est un collectif. C'est comme ça, moi, que je vois les choses. C'est toujours un collectif, jamais un seul individu. Alors l'autre député dont je vous ai parlé, c'est Alexandra Louis, dont l'investissement local, par exemple sur les questions de l'habitat, est très clair, au Parc Corot ou ailleurs. Elle est désormais identifiée comme intervenant sur ces questions, dont vous-même faites une question clé, et pourtant ce ne sera pas votre futur élu au logement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alexandra Louis ? D'ailleurs, elle n'aurait pas pu être... elle aurait pu être conseillère municipale déléguée. Il y a des stratagèmes. Oui, on n'est pas obligé d'être adjointe. Elle n'aurait pas pu. C'est pour ça que j'ai élu, j'ai fait attention. Vous avez bien fait. Non, si vous voulez, c'est différent. Alexandra, vous l'avez dit, a de grandes qualités et de grandes compétences dans beaucoup de domaines. Elle a considéré à un moment donné ne pas pouvoir se mettre sur une liste où il y aurait eu des personnes avec lesquelles elle ne pouvait pas s'entendre. À l'image de Christophe Masse, descendant d'une longue lignée d'élus socialistes que vous avez finalement recalé, c'est ça ? Voilà. Non, je ne l'ai pas recalé, il s'est retiré de lui-même. La réalité, il s'est retiré de lui-même. D'accord. Donc, mais vous l'auriez prise, non ? Il s'est retiré de lui-même. D'accord. Donc, vous voyez bien que peut-être sa décision a été un peu rapide, puisque finalement, je ne crois pas que les noms qui vont apparaître sur la liste du 13-14, il y a un seul nom qui ne lui convienne pas ou qui aurait été un obstacle pour qu'elle vienne. Y compris Stéphane Marie, qui est un ancien proche de Sylvie Andrieux, dans ce secteur, c'est pas un problème? Pour elle, non, je ne crois pas. D'accord. Pour elle, je ne crois pas. Donc voilà, je pense que de temps en temps, il faut se poser. Alors après, moi j'avais quand même la consigne nationale qu'il ne fallait pas que des députés tête de liste. Saïd, c'est différent, il était candidat. Comme moi, mais il était candidat. D'ailleurs, Cathy est en seconde position, et donc il ne fallait pas des têtes de liste uniquement qui soient des députés. Mais voilà, Alexandra, aujourd'hui, elle est partie, elle s'est posée un peu vive, mais bon, c'est son caractère. Bon, vous espérez qu'elle puisse venir vous soutenir avant la fin ? L'une et l'autre, je souhaite qu'elles viennent me soutenir parce qu'elles seront les bienvenues et elles nous amèneront toutes leurs compétences qui sont grandes. Bon, écoutez, on suivra ça et on ne manquera pas de le noter si elles font leur apparition dans votre campagne. On va passer à la rubrique des questions qui fâchent. Et comme à chaque fois, c'est ma collègue Violette Artaud qui va se joindre à nous. C'est à toi, Violette. Je te laisse t'asseoir. Alors, pour commencer, si vous le voulez bien, je vais d'abord lire un petit peu de poésie. Vous êtes prêts ? Merci de cet article, tu me donnes une telle énergie que je vais te mettre la tête dans le cul. Alors bon, c'est pas Paul Verlaine, c'est vous les auteurs de ce vers, c'est un SMS plus précisément que vous avez envoyé à un journaliste de l'Express. Des Échos, excusez-moi, des Échos. Après la publication d'un article qui était plutôt critique envers votre campagne, sans pour autant être au vitriol. Yvan Berland, quand vous avez envoyé ce SMS, est-ce que vous n'avez pas oublié une chose essentielle à la démocratie qui s'appelle la liberté d'information ? Alors, d'abord, j'ai pris connaissance de cet article. Je vais vous raconter le scénario. J'ai pris connaissance de cet article.
J'ai téléphoné une fois à Paul, il ne m'a pas répondu. J'ai téléphoné une deuxième fois à Paul, mais dans la foulée. Paul Molga, qui est l'auteur de il ne m'a l'article. pas répondu. Puis il m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé. La réalité. Donc on a échangé. Paul est un ami de très longue date. J'ai fait beaucoup de choses avec lui. Et je lui ai parlé comme à un copain, comme à un ami. Attendez, je finis. On s'est titillé. On s'est titillé. Bon. Et puis, bon, voilà, c'est parti en se titillant. Bon, très bien. Puis j'ai envoyé ce texto à un copain et pas à un journaliste. Attendez, c'est-moi finir. Et là, effectivement, j'ai commis une erreur parce que j'ai pas vu que c'était au journaliste que je m'adressais et pas aux copains et à l'ami. Enfin, vous parliez quand même de son article, donc de son travail, pas Vous m'interrogez, je vous dis le fondement de tout ça. Quand vous connaissez, je sais pas, jamais j'aurais écrit ça à un autre journaliste que je ne connaissais pas. Je le connais bien, Paul, je le connais bien, on a fait plein de choses ensemble. Et donc, j'ai commis une erreur. Alors après, vous allez pouvoir me dire, mais j'ai commis une erreur parce que je parlais à un copain, à un ami, alors que finalement, lui, il a pris son travail, voilà. Donc d'un article. Mais je suis en train de vous dire que je parlais à un copain, dans le cadre voilà. de sa profession. Oui, mais vous savez, quand vous connaissez bien quelqu'un, de temps en temps, vous pouvez considérer que vous êtes en confiance, voilà, il pouvait me répondre un peu ce qu'il voulait, lui d'ailleurs, voilà. Alors après, si vous voulez, je vais vous dire une chose. Cette expression, je ne l'ai jamais utilisée de ma vie. Jamais. Mon épouse m'a dit, mais qu'est-ce que tu as raconté ? Et en fait, si vous voulez, alors c'est vrai que j'avais un peu entendu des choses comme ça dans le sport, mais j'avais vu quelques jours avant un film que je vous engage à voir, qui est très rigolo, qui est Didier. Oui. D'accord. Donc avec Alain Chabat, d'Alain Chabat. Et à un moment donné, il y a une réplique qui est ça. Et je pense que, bon, comme je l'avais vu, ça m'avait fait rire. Voilà, pour tout dire, ça m'avait fait rire. Paul est un ami, bon, voilà. Après, je peux vous dire que je me suis excusé oralement auprès de lui, même s'il ne m'a pas pris parce qu'il était en colère, probablement. Je me suis excusé d'abord très rapidement, oralement et par texto, parce que pour moi, c'était du privé. Après, comme ça prenait une sur le ton de la rigolade, c'est ça que vous êtes en train de dire. Ouais, c'était du privé, donc voilà, sur le ton de la rigolade. Je pensais qu'il allait me dire, je sais pas quoi. Bon, on imagine que les fameux communicants dont vous parliez tout à l'heure vont maintenant étudier aussi la filmographie écoutez, regardez, que vous faites on m'a jeté mon portable. Alors, bon, on va enchaîner. Jeudi dernier, il y a 2 ministres qui sont venus à Marseille, donc Julien Denormandie et Muriel Pénicaud, pour officiellement signer le 2000e emploi franc. Ils ont aussi fait un petit crochet pour venir vous voir, vous soutenir. Ils ont assisté à un débat citoyen que vous avez organisé. Je reviens un petit peu plus en arrière encore. Le 29 janvier, l'État faisait un gros chèque à la PHM, donc l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, 128 millions d'euros. Vous avez fait dans la foulée un communiqué pour vous en féliciter. C'est même vous qui l'avez annoncé. Oui, vous l'avez bien sûr, vous l'avez annoncé en premier. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de faire campagne avec les moyens de l'État ? Oula, moyens de l'État, c'est un bien grand mot. Non, il y a. Alors d'abord là, c'était pas le moyen de l'État. Moi, l'État m'a donné aucun euro sur le premier sujet qui est le CHU. Vous pouvez quand même convenir que c'est un sujet que je suis avec une très grande attention, pas simplement depuis que je suis en campagne, mais depuis très longtemps, en tant que PUPH, en tant que président d'université, parce que c'est un CHU, c'est-à-dire que c'est. Des fois on oublie, c'est pas la PHM, c'est un CHU. Donc c'est un sujet que je suis. Attends, je finis. Il y a toute une série de gens qui auraient pu l'annoncer, une ministre par exemple à l'époque. Voilà. Et donc il se trouvait que j'ai eu une attention pour suivre ce dossier, que j'ai su que ça s'était bien passé au moment où ça s'est passé, et donc j'étais ravi. D'abord, je peux vous dire que j'ai téléphoné au président de la commission médicale d'établissement, j'ai téléphoné au directeur général
de la PHM, au doyen de la faculté de médecine, et puis je me suis réjoui, je n'ai pas dit que j'avais fait quoi que ce soit, je me suis réjoui. Enfin, l'État vous a laissé l'honneur, le privilège de l'annoncer en premier, alors que la PHM aurait pu le faire, peut-être des personnes plus proches du dossier ou qui ont travaillé longtemps sur ce dossier-là. J'ai reçu aucun euro là. Non, mais vous l'avez annoncé. Je l'ai annoncé. Même l'ARS, alors que vous avez devancé même l'ARS ce jour-là. On les a appelés, ils n'étaient même pas au courant. Comme quoi, vous voyez. L'agence régionale de santé. Comme quoi, c'est bien que je m'occupe de Marseille, quoi. Ouais. Sur les visites des ministres qui sont censés répondre à une circulaire qui dit que voilà, ils n'ont pas forcément le droit, enfin qu'ils doivent limiter leurs déplacements, sauf quand c'est dans le cadre strict de leur fonction. Et quand c'est pas le cas, c'est le parti qui doit payer. C'est vrai, mais vous savez, quand par exemple Christophe Castaner est venu le 18 décembre... Pour votre meeting ? Pour le meeting, on a tout payé, c'est nous qui avons payé, c'est les frais de campagne. Vous comprenez le mélange des gens ? Là, en l'occurrence, quand Julien de Normandie et Muriel Pénicaud viennent à Marseille, qui est-ce qui paye ? Là, ils ont complètement, quand ils ont fait le trajet pour venir nous voir, c'est nous qui sommes allés les chercher dans notre voiture, avec notre essence, qui les avons raccompagnés, et donc ils n'ont pas dépensé 1 euro de... D'accord, mais leur venue à Marseille, pour signer le 2 millième emploi France, c'était vraiment indispensable. Est-ce que c'est pas un prétexte finalement pour venir vous soutenir ? Non. Honnêtement, ils avaient prévu ça dans leur agenda depuis un moment, et ils ont considéré qu'ils faisaient une pause de 1 heure ou 1 heure et demie, où ils venaient me rencontrer, et après ils reprenaient leur fonction, mais c'était prévu de... Vous voyez par exemple, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, est venue, elle a fait une réunion à l'université d'Aix-Marseille, etc., et elle m'a dit, écoute, après, de la même manière, moi je peux venir 1 heure te voir. Il se trouve, vous voyez, qu'elle n'a pas pu venir. Donc tout ça se fait dans la plus grande transparence. Mais on vous a vu, je ne sais pas si Violette, tu veux en venir, mais on vous a vu aussi vous greffer sur des déplacements de ministres. On s'est dit, tiens, Yvon Berland arrive. Alors, écoutez, quand Madame Dubos est venue, par exemple, on vous a vu sur les photos officielles. Oui, quand elle est venue, c'était à l'école centrale. Tout à fait. Donc il y avait un objet qui concernait quand même aussi l'éducation. Ça m'intéressait de l'écouter. Je n'ai pas pris la parole. Je ne suis pas intervenu. Vous étiez à la tribune aux côtés de Saïd Hamada et de la ministre. Non, je n'étais pas à la tribune. Non, pas du tout. Il y avait une table ronde. Je me suis assis effectivement à côté de Saïd. J'ai écouté parce que c'était des sujets qui m'intéressaient. J'aurais pu rester debout, c'est vrai. Mais voilà, je n'ai pas eu de... Mais pas de mélange des genres. Vous dites c'est pas du mélange des genres. Non. Alors que vous n'étiez pas invité, c'est une réunion où vous êtes venu sans être invité. Le cabinet de la ministre d'ailleurs l'a rappelé que les personnes qui ne sont pas invitées dans ce genre de réunion il y en avait d'autres. Ne devraient pas forcément mais si venir. Ça avait été le cas, il ne fallait pas accepter que je m'assoie autour de la table. Donc vous êtes incrusté. Non, c'est pas moi. Vous voyez que je m'incruste moi. Vraiment, c'est pas mon truc de m'incruster. C'est un peu l'effet que ça rend quand même. Pardon ? C'est un peu l'effet que ça rend quand même. Franchement, vous y croyez, vous, que je m'incruste ? Peut-être, en temps de campagne, peut-être. Alors, je crois que même pas vous y croyez. Si, vraiment, peut-être. Bon. On va passer à la troisième question. Vous m'arrêtez si je me trompe, d'accord ? Donc, vous vous appelez Yvon, François, Simon, Berland. Vous êtes du sexe masculin, né le 5 février. 6 février. Ah, pardon. Il y a toujours cette erreur. Vous voyez, j'ai bien fait de venir ce soir. Tout à fait. Chaque fois, on me parle du 5 et non, c'est le 6. C'est le 6. Alors, mais on me le fait comme ça 2 fois. Vous voyez. Est-ce que ça explique que quand on rentre ces informations dans la page Votre situation électorale sur le site service-public.fr, on tombe sur une réponse qui dit « Nous n'avons malheureusement pas réussi à vous identifier sur les listes électorales de Marseille ». Mais écoutez, vous savez, allez-y, vous verrez, demain je dépose, c'est pas rien, je dépose les listes. Est-ce que vous croyez que je pourrais déposer les listes si je n'étais pas inscrit dans le 8e arrondissement sur les listes électorales? Vous pourriez tout à fait. Vous nous assurez que c'est le cas. Tout à fait. Il suffit d'être contribuable dans une commune et pas forcément inscrit sur les listes électorales de la commune pour s'y présenter. Oui, mais je suis inscrit sur la liste électorale. D'accord, donc vous nous l'assurez. Depuis quand vous êtes inscrit sur ces listes ? Depuis 8 mois, 10 mois. D'accord, donc vous n'avez en fait jamais voté à Marseille ?
Ça va être la première fois que je vote à Marseille. La première fois où vous allez voter à Marseille, vous serez donc candidat. Est-ce que c'est votre candidature qui vous intéresse ou est-ce que c'est Marseille? Alors, si vous voulez, je suis né à Marseille. J'ai fait mes études à Marseille, mes études primaires. J'ai été au lycée Marcel-Pagnol, à Marseille. J'ai fait mes études de médecine à Marseille. J'ai été doyen de la faculté de médecine de Marseille. J'ai été PUPH à Marseille. J'ai dirigé l'université d'Aix-Marseille. Est-ce que vous croyez que c'est pas Marseille qui m'intéresse? Vous habitez maintenant, à Marseille pour des raisons. Maintenant, oui, j'habite à Marseille maintenant. Depuis longtemps? Depuis plusieurs mois. Si vous voulez, j'ai 2 appartements à Marseille. Et depuis plusieurs mois, même de longs mois, bien avant que je sois inscrit, j'habitais Marseille. Parce que la semaine, depuis longtemps, je la passe à Marseille. Et le week-end, je la passe Et vous en dehors. n'avez jamais fait le choix de voter à Marseille? J'avais jamais fait le choix de voter à Marseille pour une raison qui est que... voilà, pour une raison particulière. Non, vous ne voulez pas Non, développer? c'est trop intime. Vous votiez où? J'étais à Roquevert. D'accord. Vous pourrez vous présenter à Roquevert, par exemple, alors? Non, oui, mais d'accord, mais si vous voulez, je ne suis pas allé à la faculté de médecine de Roquevert, je ne suis pas allé à l'école à Roquevert, je ne suis pas né à Roquevert, je ne suis pas président d'université de Roquevert, je n'ai pas consacré ma vie à Roquevert, je dors le week-end à Roquevert depuis longtemps. Mais ma vie ici, moi je voudrais comparer, si vous voulez, tous les candidats et voir ce que tous les candidats ont apporté à Marseille, voilà. Il y a à parce voir que sa vie ici. oui, mais c'est pas parce que vous dormez. Mais vous croyez que je m'explique. En tout cas, en tant qu'électeur déjà, vous n'y avez jamais participé. Si vous voulez, à Marseille, j'y étais depuis longtemps. Je dors à Marseille depuis longtemps, sauf le week-end, et j'ai participé largement. Combien de fois on m'a demandé d'être sur les listes électorales, sur les candidatures de Marseille, là, à la région, au département, etc. Mais vous n'avez jamais voté, c'est quand même étonnant. Bon, visiblement, oui, vous ne pouvez pas nous dire pourquoi. Écoutez, voilà, c'est pas étonnant. Non, c'est pas étonnant. Parce que si vous voulez, la vie de Marseille m'importe et m'intéresse. Merci. Alors, comme vous l'avez constaté, on a un petit souci technique. Je vais libérer Violette Artaud, qui est déjà partie. Et voilà, c'était les questions qui fâchent, Yvon Berland. Mais ça ne me fâche pas du tout. Voilà. On va passer à une question plus légère, mais qui intéresse, je pense, pas mal de Marseillais. Mais vous avez compris que ma ville est à Marseille, quand même. Hein. On a compris que Roquevert a perdu peut-être un maire potentiel aussi. Mais bon, ça, c'est autre chose. On va passer à une question plus légère, mais qui intéresse les Marseillais, je le disais. C'est notre question Tous Maires. Alors, Tous Maires, c'est un dispositif, une carte participative qu'on a mis en place pour que les Marseillais puissent proposer une mesure si eux-mêmes devenaient maire de Marseille demain, et puis les internautes peuvent l'évaluer. Donc une mesure qui a beaucoup de succès, c'est une mesure qui concerne le boulevard de Plombières. La question est la suivante: comment on peut faire pour requalifier ce boulevard, hein? On sait qu'il y a cette passerelle pour l'autoroute au-dessus, et on a 2 internautes qui nous disent il faut quand même un peu respirer dans cette ville, donc réaménageons ce boulevard, terre-plein végétal, nous dit Anaïs, moins de place pour la voiture, des pistes cyclables, détruisons la passerelle, rajoute Ben. Voilà, je me suis noté tout ça. Est-ce que il faut en finir avec effectivement cet entonnoir à pollution qu'est le boulevard de Plombières, et revoir tout ça? Oui, probablement. Je vous avoue que je ne me suis pas penché spécifiquement, même si je vis à Marseille depuis longtemps. Vous voyez bien, comme tout le monde, ce fameux boulevard. Ah oui, et je le vois très bien, puisque, vous savez, il y a des gens qui votent à Marseille depuis longtemps, mais qui ne connaissent pas Marseille. Moi, j'ai la prétention de connaître bien Marseille, bien plus que ceux qui restent dans leur arrondissement. Donc je pense qu'il faut effectivement essayer de requalifier. Voilà, c'est pour vous, je prolonge à la question de ces 2 internautes. Essayer de diminuer les voies de voiture, on parlait de mobilité au début, essayer de diminuer la place de la voiture, ça peut se faire comme dans un certain nombre de villes, en diminuant le nombre de voies. On remarque que souvent, diminuer le nombre de voies mécaniquement fait baisser le trafic. Non, ça ne suffit pas. Vous avez sur Marseille un flot de voitures qui arrivent de l'Est, qui arrivent du Nord.
ces flots de voitures, c'est pas parce que vous allez réduire le nombre de lignes que ça va régler le problème. Par contre, prévoir des parkings de délestage aux entrées de ville, développer le transport en commun comme on l'évoquait tout à l'heure. Oui, petit à petit, ça va donner la possibilité à ce qu'il y ait moins de voitures qui envahissent la ville. Mais pas de mesures radicales anti-voiture, comme on pourrait les qualifier un peu rapidement? Non, mais faut jamais faire des choses brusquement. Il faut petit à petit essayer de convaincre que c'est mieux de prendre le transport en commun que de se balader en voiture dans le centre de Marseille. Et les plus jeunes, de toute façon, petit à petit, nous inciteront à avoir cette stratégie. Donc une démarche progressive, on l'a bien compris. Vous allez avoir l'occasion de développer un certain nombre d'autres thèmes parce qu'on va accueillir Lisa Castelli qui va, pour la dernière partie, se lancer dans la foire aux questions. Donc c'est les questions des internautes sur toute une série de thèmes. Lisa, je te laisse la parole. Oui, alors on a pas mal de questions qu'on a récupérées ces derniers jours et pendant l'émission. Pour commencer, on a beaucoup de remarques sur votre âge, Yvon Berland, 69 ans depuis le 6 février dernier. Donc, c'est pas un secret, c'est quelque chose sur laquelle vous vous êtes exprimé. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si c'était pas trop tard pour entrer en politique ? Non, je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment parce que, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'occuper un poste, c'est de faire quelque chose. Et pour faire quelque chose pour cette ville, il fallait acquérir un certain nombre de compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis la vraie alternative pour cette ville. Vous savez, tout le monde va avoir un projet, tout le monde va avoir un programme. Mais qui a la capacité de gérer cette ville? Vous savez, un vrai sujet aujourd'hui, c'est la gestion de la ville. Et pour ça, vous pensez qu'il faut énormément d'expérience? Il faut de l'expérience. Et alors, on a Mustapha qui nous demande sur Facebook, pensez-vous faire 1 ou 2 mandats? C'est une question qu'on peut se poser parce que vous aurez, si j'ai bien compté, 76 ans si vous alors, êtes élu. Je vais commencer par faire mandat. un mandat. Et puis, si ce que je pense, ce mandat est réussi, peut-être qu'on me demandera d'en faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Je ne sais pas, on verra. Vous n'êtes pas pour la limite du cumul des mandats dans le temps? Si on m'oblige à continuer, je le ferai. On verra ça. Deuxième question de Sylvette, qui nous dit la présidence d'une grande université, donc votre parcours précédent, ne donne pas lieu à beaucoup de débats, elle est hiérarchique, peu participative. On serait tenté de dire que le monde de la médecine est à peu près semblable. Est-ce que vous voyez la gestion municipale de la même façon? Non mais attendez, ils sont allés déjà dans une université. Alors, je crois que la personne en question est maître de conférence ou professeur. Oui, d'accord. Mais alors écoutez, dire que dans le milieu universitaire on ne débat pas, mais c'est du matin au soir. C'est une plaisanterie la mairie à côté. Quand vous rencontrez des enseignants-chercheurs, des chercheurs, mais c'est en permanence qu'on vous remet en question. C'est du matin au soir qu'il faut démontrer vos capacités. C'est un milieu qui est excessivement en interrogation, qui est toujours en train de vous challenger. Vraiment, c'est très compliqué. Et dans la concertation, dans le travail, dans une hiérarchie plus horizontale, vous vous projetez? Si vous voulez, un enseignant-chercheur, regardez les prérogatives d'un enseignant-chercheur. Il peut tout faire. Il n'y a pas de sujet hiérarchique. Simplement, il faut convaincre, il faut amener avec les projets que l'on a. Mais c'est vraiment un lieu où on débat beaucoup l'université. Donc vous ne serez pas le mandarin à la mairie de Marseille? Ah non, ça à l'université on n'est pas mandarin, je vous assure. Et même plus à l'hôpital on est mandarin, c'est de l'histoire ancienne ça. D'accord. Troisième question d'un lecteur qui signe F. Alors lui déclare qu'il voudrait bien voter pour vous. Mais il fait bien. Ça en fait déjà un. Voilà, ça en fait déjà un. Mais avec moi ça en fait 2. Mais il vous trouve inaudible. Il dit on ne vous voit pas, on ne vous entend pas et pourtant il y a une telle attente. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Alors, on rejoint le sujet que j'évoquais tout à l'heure. C'est vrai que la campagne a débuté tardivement pour moi par rapport à d'autres candidats, que j'ai un déficit de notoriété parce que je n'étais pas en politique,
que je rencontre pourtant beaucoup de monde, mais la ville est grande. Je reste pas que dans le 6-8, je vais voir toute la ville. C'est vrai que on peut considérer que le temps qui m'a été accordé ou qui m'est accordé n'est pas le même que celui d'autres politiques qui sont là depuis 20 ans ou 25 ans. Vous avez prévu une montée en puissance, j'imagine, oui, dans en les permanent, jours qui viennent, oui, absolument. Mais je pense qu'il va me voir. Il va me voir. Et vous prévoyez un meeting le 5, 5, c'est ça? Le 5, et je l'encourage, puisque il est sur le point de me faire confiance à venir le 5. Ce sera transmis. Question... Vous savez cette question, quand même, c'est un vrai sujet, quoi. Si on considère que l'avenir de cette ville n'est que si on a 20 ans ou 25 ans de pratique politique, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Il faut un renouvellement. Il faut changer les têtes. Il faut avoir une autre ambition, une ambition différente du Marseillais. Il faut aller voir l'Europe, il faut aller voir le monde. Et ça, si vous n'avez pas eu dans votre vie une expérience, comment vous pouvez l'exprimer? Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Moi, vous savez ce dont je parle, c'est pas d'Yvon Berland, vous avez compris. Hein. Moi, Yvon Berland, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'a pas de problème. Hein, il pouvait avoir autre chose. Mais c'est parce que je crois en Marseille. Je crois que l'avenir de Marseille peut être meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Vraiment. Mais il faut ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes et se dire, il y a une ville avec un potentiel exceptionnel qu'on n'utilise pas. Quand vous dites 20 ou 25 ans dans la vie politique, vous pensez que quelqu'un comme Martine Vassal ne peut plus se renouveler après 19 ans au conseil municipal? Au bout d'un moment, on ne se renouvelle plus. On a pris des habitudes. C'est fossilisé. On ne peut plus. Peut plus. Martine Vassal, c'est fossilisé. Pas Martine Vassal. Ses idées sont fossilisées. Ne me faites pas dire que Martine Vassal est fossilisée. Non, je vais pas cette... Écoutez, je vais encore me prendre... oui, voilà, va falloir encore se justifier pendant longtemps. Je dis, les idées sont fossilisées. C'est fini, on n'avance plus, quoi. Alors, tout autre mais ça, sujet... vraiment, c'est très important, mais c'est vrai de partout, quoi. C'est vrai de partout. Moi, je suis content d'avoir arrêté Aix-Marseille Université, que quelqu'un prenne ma succession et qu'il aura un dynamisme. C'est bien. 8 ans, j'ai tout installé. Très bien. J'aurais pas fait plus. Voilà, on peut lire le portrait de votre successeur sur Mars Actu. D'ailleurs, vous pouvez aller le lire après si la question universitaire vous intéresse. Lisa, c'est à toi. Tout autre sujet. L'association des usagers de bibliothèques vous demande si vous ferez de ce sujet, où Marseille est très en retard, une priorité. Majeur. Est-ce que, par exemple, alors il vous demande... Il y aura même un adjoint à la lecture publique. D'accord. Et est-ce que vous vous engageriez sur l'objectif d'une bibliothèque par arrondissement? Totalement. C'est essentiel. Vous savez, quand on fait de son programme l'éducation, la connaissance, comment voulez-vous qu'on en reste au fonctionnement actuel des bibliothèques? Ça passe par des... Vous savez, je connais bien les bibliothèques à l'université. Vous savez, regardez ce que j'ai fait des bibliothèques à l'université. Là aussi, c'est pas simplement « je vais faire ». J'y ai fait. Regardez ce qu'on a fait à Aix, regardez ce qu'on a fait à Lumini, regardez ce qu'on a fait de partout, toutes les bibliothèques que j'ai créées. Ça a été un volontarisme, parce que je crois que c'est un élément essentiel. Et il faut faire la même chose pour la ville. Ça peut passer par des recrutements. L'association suggère 90 recrutements. Vous savez, il y a des priorités. L'éducation est une priorité, et donc c'est vrai qu'il ne faudra pas demain matin. Hein. J'ai été prudent et je veux l'être, parce que je ne veux pas promettre des choses que je ne suis pas capable de faire. Mais progressivement, oui. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur les petites bibliothèques de quartier, au 5 Avenue, au Panier, ailleurs encore. Au 5 Avenue, on est allé la voir, d'ailleurs. Elle était fermée. C'est ça, elle est fermée, faute de personnel, je crois d'ailleurs. C'est encore possible de maintenir comme ça des petites bibliothèques de proximité, on va dire, que derrière l'Alcazar, ce ne soit pas le grand vide. Il faut, ce qui est très important, cette question que vous posez, qui est sur les bibliothèques, elle rejoint le fait qu'il faut que nos arrondissements, nos noyaux villageois trouvent à proximité les éléments de vie, quoi. Si on rassemble tout en centre-ville, il y a une bibliothèque parce qu'on va prendre la voiture à ce moment-là pour aller à la bibliothèque. Il faut que... C'est plutôt bien desservi l'Alcazar. On peut oui, encore, non, mais encore y arriver en transport en commun. Ça dépend d'où vous venez. Ça dépend d'où vous venez. Donc il faut que les noyaux villageois trouvent à proximité. Alors après, c'est pas 50 bibliothèques par arrondissement, mais il faut au moins qu'il y ait effectivement une bibliothèque par arrondissement. Il faut rapprocher tout ça du citoyen. Voilà.
Alors on poursuit peut-être une dernière question qui nous est posée dans le live. Les logements du centre-ville sont de plus en plus en proie à la spéculation ou destinés à devenir des Airbnb. Êtes-vous favorable à davantage de réglementation ? Alors la question était tronquée, c'est la magie du direct, mais c'est à davantage de réglementation, donc j'imagine par exemple l'encadrement des loyers en centre-ville ou à l'échelle de la ville. Ou la limitation du nombre de nuitées pour ce qui est de aussi, Airbnb par exemple. Alors écoutez, vraiment, je n'ai pas regardé ça suffisamment de près pour savoir si c'est une dérive considérable, l'encadrement des loyers en tout cas. Ce dont je suis certain, c'est que les gens qui ont été délogés, il faudra être attentifs quand ils retrouvent leur logement pour pas que le logement est doublé ou triplé et qu'ils retrouvent exactement le même prix du logement, en tout cas le même loyer, ça c'est très important. Après, est-ce qu'il faudra encadrer il faut regarder ça. Sur Airbnb, oui. Sur Airbnb, on l'a un peu documenté sur Mars Actu. Par exemple, un quartier comme celui du Panier, il y a des immeubles entiers qui sont désormais utilisés seulement pour du Airbnb. Et le contraste est terrible parce qu'on a à côté des taudis qui continuent à exister dans ce quartier. Et je pense que dans cette question-là, il y a aussi ça. C'est est-ce que le parc locatif de qualité, on peut le laisser seulement aux touristes ? Est-ce qu'aujourd'hui, en réglementant, on ne pourrait pas remettre sur le marché un certain nombre de biens ? Probablement. Vous savez, quand on parle tout ça, notamment du centre-ville, c'est à rebâtir le centre-ville. C'est-à-dire le centre-ville, il faut des habitations, des gens qui y vivent, il faut des commerces de proximité, il faut des commerces, il faut des start-up, il faut des entreprises. Si on veut que le centre-ville revive, il faut mélanger tout ça. Aujourd'hui, le centre-ville se meurt parce que c'est monothématique et en plus on a créé des zones près du stade Vélodrome, des zones commerciales qui ont un peu impacter tous ces commerces. Je pense que dans cette question, il y avait aussi la question de la gentrification. Ça peut concerner une partie du 6-8 notamment. Oui, tout à fait. C'est une thématique qui peut vous inquiéter, le remplacement de population par des populations plus aisées. Vous y êtes sensible ? Oui, tout à fait. Très sensible. D'accord. Ouais, écoutez, on surveillera que si vous êtes élu maire, cette tendance ne se confirme pas. Je vais remercier Lisa pour sa participation sur cette foire aux questions. Et on va arriver à la fin de notre entretien. La dernière question, c'est vous qui la posez, Yvon Berland. Elle est pour celle qui va vous succéder dans ce canapé lundi soir prochain, Michel Rubirola. Qu'est-ce que vous avez envie de lui poser comme question ? J'ai une envie de lui poser une question, mais bon... Allez-y. On vous écoute. On va préciser que Samia Ghali, la semaine dernière, a refusé de jouer le jeu. On espère que vous allez le jouer ce soir. Allez, entre médecins, on peut avoir des questions cash. Je vais lui poser une question importante. Je vous écoute. Est-ce que l'OM finira second au championnat de France? C'est l'ancien gardien de but qui parle. Oui, mais je sais qu'elle adore le football. Bon, écoutez, on a deux sujets en commun. Un, on est médecins tous les deux, et on adore tous les deux le football et l'OM. Et ça, voilà, vous lui poserez la question. Qu'est-ce qu'elle pense du classement de l'OM à la fin de l'année footballistique? Bon, vous aurez au moins réussi un exploit ce soir, faire parler de foot à Mars Actu. Mars Actu, ni foot, ni fait divers. Donc bon, là on sera obligé de faire une exception, vous nous pardonnerez. On interrogera Michel Rubirola sur le classement futur de l'OM à la fin de la saison, Ligue des Champions ou pas, 2e ou 3e place. On verra ça avec elle, on verra si ces analyses d'anciennes joueuses de l'équipe féminine de foot sont fines à ce niveau-là. Je vais conclure cette émission en vous disant qu'elle sera bien sûr accessible en replay sur le site, sur Facebook tout au long de la semaine et jusqu'à la fin de la campagne évidemment. Remercier Aglaé et Sidonie qui nous accueillent, remercier Synapse qui a assuré la production et y compris les petites difficultés techniques auxquelles vous êtes très bien adaptés. Yvon Berland, on vous remercie. Je vous dis donc à la semaine prochaine, non sans vous avoir rappelé que Mars Actu est un journal sur abonnement, que cette vidéo est en accès libre, mais que pour faire vivre ce genre de journal sans publicité, sans subvention des collectivités locales, une seule solution, l'abonnement. Avec le code FACE à Mars Actu, vous avez 20% de réduction en ce moment. Voilà pour la page de promo. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore Yvon Berland d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Mars Actu.